Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'Essentiel. Des rapports accablants aujourd'hui du Bureau de la vérificatrice générale du Canada. Karen Hogan dénonce d'abord le piètre service offert aux contribuables par l'Agence du revenu du Canada. Selon son rapport, le temps d'attente pour parler à un agent a doublé depuis l'an dernier, passant de 15 à 31 minutes en moyenne. Et 4 fois sur 5, l'information transmise par l'agence aux particuliers n'est pas la bonne. Autre constat, un manque d'effectifs criant au sein des Forces armées canadiennes qui menace leur capacité à remplir leur mission. Entre 2022 et 2025, les Forces espéraient recruter près de 20 000 membres, mais n'en ont engagé que 15 000, près du quart de moins que prévu. Et pour aggraver le tout, un manque de logement pour les militaires et leurs familles. Au printemps dernier, seulement 205 unités étaient disponibles, alors que plus de 3 700 militaires attendaient un toit. Alors, pour faire le point sur ces constats, je reçois la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan. Madame Hogan, bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons justement avec l'Agence du revenu du Canada. Votre rapport souligne que moins de 9 de l'évaluation du rendement des agents de l'Agence porte sur l'exactitude des renseignements fournis. Comment expliquer qu'on accorde si peu d'importance à l'exactitude des renseignements fournis aux contribuables? Est-ce que c'est un manque de formation ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental là-dedans? Alors, je pense qu'il y a deux aspects là, dans ta question. La première, c'est le rendement annuel d'un agent. Moins que 10 du rendement est accordé à l'exactitude et l'exhaustivité des réponses. Et à mon avis, ça ne crée pas une atmosphère ou une culture où ce que des bonnes réponses exactes sont primordiales. Et alors, l'emphase est vraiment sur l'horaire ou la gestion de volume. Mais quand ça vient à la formation, l'Agence du revenu du Canada avait un processus qui évaluait des appels. Mais on a trouvé que les rapports ne donnaient pas vraiment des actions concrètes qu'un agent pouvait travailler avec. Et alors, il y avait peu de formation et peu de suivi sur les réponses qui étaient inexactes. Au cours du dernier exercice financier, seulement 18 des appelants ont reçu une réponse dans la norme de 15 minutes ou moins. Évidemment, des attentes frustrantes, tant pour les clients que pour les agents, j'imagine. Dans quelle mesure la manque du personnel à l'agence contribue à ce service et la qualité du service qui est quand même assez piètre, comme on le mentionnait? Alors, je pense que c'est facile de dire qu'un manque d'agents est une des raisons, mais à mon avis, c'est aussi les outils que les agents ont à leur disponibilité pour utiliser pour améliorer leur efficacité à répondre à les questions. Alors oui, d'autres personnes vont aider à répondre à plus d'appels, mais c'est un appel qui peut être plus efficace, va aider avec le volume. Par exemple, la plupart des appels en moyenne étaient d'environ 17 minutes. Mais 30 du temps, quelqu'un qui appelait était en attente pendant que l'agent cherchait une réponse. Et alors, si on améliorait les outils, on pourrait aussi améliorer l'efficacité des appels. On sait que le gouvernement Carney entend réduire la taille de la fonction publique au cours des prochaines années. Les syndicats craignent une baisse de la qualité des services. Craignez-vous, vous, évidemment, le ministre Champagne a lancé un plan d'action sur 100 jours pour améliorer l'efficacité du service à l'agence, mais est-ce que vous craignez, vous aussi, l'engagement du gouvernement face à la qualité du service offert par l'Agence du revenu du Canada? Moi, je pense qu'on a soulevé quelques éléments qui pourraient être changés pour améliorer le service et la qualité du service. Mais le plan d'action a été mis après mon rapport et je pense que ces actions-là, comblées avec les plans d'action pour répondre à nos recommandations pourraient aider le service. Mais c'est clair que des contribuables attendent trop longtemps et alors pas tout le monde veut parler avec un agent. Alors, il faut aussi améliorer les outils pour autoservice ainsi que l'exactitude des réponses fournies par les agents. Il y a aussi toute cette question du contrat que vous avez souligné. On a vu le coût accordé au contrat a bondi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui s'est passé à cet égard-là et dans quelle mesure est-ce que vous faites confiance au gouvernement de bien gérer ce contrat-là et ce que ça implique? Alors, c'est un contrat qui a été émis par Services partagés Canada pour fournir des services d'appel à 3 entités. Alors, l'Agence du revenu du Canada est juste un tiers du contrat, mais on a constaté beaucoup de problèmes dans la gestion du contrat. Des factures où il n'y avait pas un bon suivi. L'Agence du
Revenu du Canada ou Services partagés Canada n'avaient pas vérifié l'exactitude des frais. Alors, il y avait assez de drapeaux rouges, à mon avis. Alors, je vais débuter un audit pour regarder la gestion de ce contrat-là, parce qu'elle termine en 2027. Et alors, j'aimerais influencer le nouveau contrat pour les appels de communication avec un rapport que j'aimerais émettre en 2026. Parlons maintenant du recrutement dans les Forces armées canadiennes. Pendant la période visée par votre audit, près de 192 000 personnes ont postulé pour joindre les forces, mais plus de la moitié, 54 ont abandonné le processus et l'armée semble ignorer pourquoi. Alors, comment est-il concevable dans les circonstances actuelles? On parle toujours de cette crise de recrutement. Comment est-ce que c'est concevable qu'il n'y a pas de suivi de la part de l'armée pour voir pourquoi les gens abandonnent? Alors, j'ai un peu une réponse à cette question, mais il y a d'autres facteurs que je ne peux pas répondre. En effet, il y a des milliers de personnes qui postulent pour devenir membres des Forces armées canadiennes, mais plus que la moitié abandonne le processus et Défense nationale ne sait pas le pourquoi. Alors, c'est très difficile de changer et d'améliorer un processus quand on n'a aucune idée pourquoi les personnes abandonnent. Alors, je pense que c'est facile de dire que si tu postules à un emploi puis ça prend longtemps à entendre des nouvelles, que tu peux aller chercher un autre emploi. En effet, le nombre de services et le recrutement devrait être traité dans environ une centaine et une 150aine de journées. Mais on a vu que c'est au-delà de 250 jours en moyenne. Alors ça peut être une des causes, mais aussi le processus est très manuel. Et alors, il y a une chance de vraiment améliorer, utiliser de la technologie, mais au début, il faut commencer avec le pourquoi, de savoir pourquoi les personnes abandonnent le processus. Et pour les recrues qui restent, évidemment, il y a toute la question de la formation maintenant qui entre en jeu. À quel point est-ce que ce manque de relève qu'on constate, est-ce que ça aggrave les risques à long terme pour les Forces armées canadiennes? Alors, on a vu que même si les Forces canadiennes avaient recruté la quantité qu'ils avaient ciblée, ils n'avaient pas assez de capacité pour former les gens, pour faire la formation de base. Alors ça, c'est une préoccupation parce que dans la dernière année, ils ont recruté plus que leur cible. Et il fallait mettre des mesures provisoires en place que les Forces armées canadiennes avaient dit ne pouvaient pas être utilisées à long terme. Alors, il faut vraiment regarder le plan pour améliorer les outils utilisés pour la formation, la capacité des édifices et aussi d'engager plus de formateurs. Parlons maintenant du logement pour les militaires et leurs familles. Votre rapport ou un de vos rapports souligne un écart frappant entre l'offre et la demande en matière de logement. 205 unités, je l'ai mentionné en intro, 205 unités au printemps dernier pour plus de 3700 demandeurs. Comment est-ce qu'on est arrivé là à un écart si gigantesque? Alors, il y a vraiment deux types de logements que Défense nationale utilise. Il y a des quartiers, puis après, il y a des unités familiales, des résidences. Alors oui, la demande en ce moment excède ce qui est disponible. Et même le plan de construction pour des nouveaux logements n'est pas assez pour combler la demande qui existe. On a trouvé que le plan était basé sur de l'information qui était désuète. Alors ça, c'est une bonne place pour débuter. Il faut vraiment mettre à jour l'information pour être en mesure de vraiment connaître les besoins. En ce moment, il manque des données exactement où sont les logements, la quantité, s'ils sont même utilisés. Alors, il faut avoir un portrait global à travers Défense nationale avant de vraiment changer l'approche dans le futur. Et enfin, si je peux vous demander dans une phrase ou deux, votre rapport constate que quand on parle des réparations jugées hautement prioritaires dans les bases visées par votre audit, seulement 5, et je répète, 5 des réparations ont été effectuées. Quel message est-ce que ça envoie aux militaires, à leurs familles et aux gens qui songent peut-être à se joindre aux Forces armées canadiennes? Alors, beaucoup des logements étaient en mauvais état. On a visité 3 bases et on a constaté que 32 de 35 des logements avaient besoin d'une réparation à haute priorité. Ça veut dire que l'eau n'était pas potable dans les édifices, ou les systèmes sanitaires ne fonctionnaient pas, ou même les structures de l'édifice avaient besoin de réparations. C'est des conditions que toi et moi, on ne voudrait pas habiter dedans, puis c'est des conditions que je pense qu'on ne devrait pas s'attendre que les membres de nos Forces armées canadiennes habitent dedans. Alors, j'espère qu'un peu de l'argent que Défense nationale a reçu va être investi dans la réparation et la construction de d'autres logements. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Merci.